Merci Jean-Luc, bonjour à tous. Alors pour ceux qui auraient omis merci beaucoup, de lire le petit paragraphe qui explique l'intitulé de notre débat, je vais bêtement et sagement le relire. Donc l'habitat souhaité, c'est le titre. L'habitat souhaité peut-il être conciliable avec un développement éco-responsable? La lutte contre l'artificialisation des sols peut-elle se faire au détriment du développement des territoires? Est-ce que des enjeux écologiques et environnementaux justifient vraiment un empilement de normes et de contraintes qui renchérissent le coût du logement et en réduisent l'accès aux ménages les moins aisés? Faut-il privilégier des territoires sur d'autres, des catégories sociales sur d'autres, au nom d'un projet de développement pas toujours accepté et partagé, point d'interrogation, où se situe le pouvoir d'une politique de l'habitat éco-responsable? Alors, on ne va pas régler toutes ces questions aujourd'hui. Yves-Laurent Sapoval, comme vient de le dire Jean-Luc, devait être parmi nous, mais une question d'ordre familial plutôt dramatique l'en a empêché. Donc Marie Defay, urbaniste, consultante pour la Banque mondiale, professeure d'économie du logement à l'école d'architecture de Belleville, est là et a travaillé avec Yves-Laurent Sapoval d'ailleurs. Il sera parmi nous, notamment par des propos qu'il a écrits et que nous rapporterons, que Marie rapportera. Voilà, donc petite introduction très rapidement. Comment on peut concilier la production de logements et de l'écologie? Quels enjeux autour de la production neuve et des méthodes de réhabilitation? On a vu, c'était une véritable actualité, le logement n'a jamais été au cœur de l'actualité comme aujourd'hui, en tout cas ses conséquences sociales. Au lendemain des élections municipales, des questions fondamentales pour la production de logements ont été posées par plusieurs exécutifs locaux et notamment maires de grandes métropoles. Faut-il arrêter l'artificialisation? Comment garantir la compatibilité des projets de construction avec les impératifs environnementaux? On a des villes comme Bordeaux ou des métropoles qui ont gelé 1700 permis de construire, 30 000 logements qui vont derrière pour les réétudier. C'est juste pas rien. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui avec une volonté politique qui a vraiment envie de prendre le problème à bras-le-corps et on voit que ça a bien sûr des conséquences en chaîne en termes de production, de décalage de la production et de qualité de la production. Est-ce qu'on peut suspendre ces projets? Est-ce qu'on peut les arrêter pour atteindre les objectifs environnementaux? Quelle densité souhaitable, acceptable, vivable, durable? La question d'une politique de production de logements éco-responsables est aujourd'hui posée de façon frontale, mais semble générer des injonctions contradictoires, comme nous y invite à penser le titre de ce débat. La lutte contre l'artificialisation peut-elle se faire au détriment du développement du territoire? Est-ce que des enjeux écologiques et environnementaux justifient vraiment un empilement de normes et de contraintes? Faut-il privilégier des territoires sur d'autres, des catégories sur d'autres? On voit que toutes ces questions paradoxales provoquent une forme d'agacement de ceux qui font avec la réalité sociale et économique, les demandes de logement, les pressions diverses, et qui ont l'impression d'être confrontés à ces injonctions contradictoires. Il faut construire plus de logements pour tous, rapidement, et dans le même temps, les normes évoluent, s'empilent, renchérissent le coût de construction, les exigences environnementales rendent les opérations plus difficiles à réaliser, la lutte contre l'artificialisation des sols rend le foncier encore plus rare et plus cher. En fait, se jouent dans le domaine de l'habitat, comme dans beaucoup d'autres, les contradictions mises en évidence, notamment par le mouvement des Gilets jaunes, et que nous résumons dans le slogan « Fin du mois, fin du monde ». Alors plutôt que d'adopter des positions de déni et de dire il faut faire ci ou il faut faire ça, et de rester dans des dogmes et dans des visions étriquées ou en tout cas catégorielles, il faudrait plutôt essayer de regarder techniquement ce que l'on pourrait faire. Quelle est la situation? Quels sont ces paradoxes? Comment les dépasser pour pouvoir construire des politiques efficaces? Qu'est-ce que cela signifie à différentes échelles, dans le domaine de la construction, dans le domaine urbain, dans le domaine de l'aménagement du territoire? Quelles sont les pistes pour en sortir? Voilà, excusez-moi d'avoir été un petit peu long pour cette introduction. Excuse-moi Marie. Peut-être Marie, on pourrait, avant de rentrer dans le cœur du débat, repartir un petit peu des enjeux sur la question du logement et de la construction. Et puis comme l'environnement, c'est pas simplement ce qui se passe ici, ce qui se passe autour, mais c'est ce qui se passe partout. Aujourd'hui, on en a pris conscience. Peut-être faire un petit rappel des grands enjeux environnementaux liés à la construction. Donc c'est un sujet assez vaste, donc je n'ai pas la prétention de traiter l'ensemble des enjeux qui sont liés à la question environnementale, mais peut-être vous redonner quelques chiffres pour montrer l'importance de cette question quand on traite des politiques du logement. Et avant toute chose, remercier Laurent Sapoval qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Je vais emprunter beaucoup à son travail préparatoire, à ses réflexions et aux recherches qu'il avait fait pour préparer cette table ronde avec vous aujourd'hui.
Alors d'abord, le logement, on va le rappeler rapidement, est un poids lourd climatique et environnemental. Donc c'est l'une des politiques les plus structurantes pour lutter contre le réchauffement climatique. Le logement a toutes ces phases de ce qu'on appelle son cycle de vie, de sa phase de construction, y compris dans la fabrication des matériaux de construction, dans sa phase d'exploitation, dans sa phase d'habitation bien sûr, dans ses phases de réhabilitation, mais aussi dans ses phases de démolition et potentiellement de recyclage. Par ailleurs, le logement en tant que tel a un poids très très lourd dans les questions, donc je vais vous donner quelques chiffres climatiques et environnementaux, mais il est aussi fortement prescripteur, avec des variations très importantes en fonction de son emplacement et de sa morphologie urbaine, en termes d'infrastructures et potentiellement aussi en termes d'équipements publics. Donc il a aussi un impact majeur de ce point de vue-là. Le logement à l'échelle mondiale produit à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Quand on prend à la fois son exploitation, notamment sur le plan thermique, au premier duquel le chauffage, mais quand on prend aussi ses phases de construction. Au-delà de la production de gaz à effet de serre, c'est aussi un très très gros consommateur de ressources naturelles. Quelques chiffres, il faut 200 tonnes de sable pour une maison de taille moyenne, il en faut 3000 pour un hôpital, 30 000 pour un kilomètre d'autoroute. La seule production de béton consommerait aujourd'hui environ 30 milliards de tonnes de sable par an. Et en France, la demande annuelle en sable s'élève à presque 400 millions de tonnes. On n'est pas aujourd'hui en France en difficulté par rapport à l'exploitation de cette ressource, même si la question commence à se poser et que des tensions commencent à apparaître, mais à l'échelle mondiale, parce que ce marché est comme beaucoup d'autres, un marché mondialisé, on voit apparaître des tensions très importantes. À titre d'exemple, la Chine a consommé ces 4 dernières années autant de sable que les États-Unis depuis la création des États-Unis. Depuis ces 4 dernières années, c'est bien ça? Okay, sur ces 4 dernières années, oui. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a quand même encore à l'échelle mondiale aujourd'hui beaucoup de pays qui sont urbanisés de façon minoritaire, qui donc aujourd'hui sont engagés dans des programmes de construction qui sont extrêmement massifs à l'échelle mondiale. Chine, Inde, Afrique, notamment. Troisième point, le secteur du logement est aussi un très très gros producteur de déchets. Les activités du bâtiment et des travaux publics, donc c'est général, évidemment ça dépasse très largement la question seule du logement, génèrent environ 3/4 des déchets qui sont produits en France. De l'ordre de 70% des déchets qui sont produits dans notre pays sont des déchets qui sont liés au secteur du bâtiment et de la construction. Alors, si on essaye de ramener ça au logement au sens strict, puisque bien sûr les grandes infrastructures produisent énormément de déchets, le logement en tant que tel, on serait plutôt de l'ordre de 15%, et le logement et les infrastructures qui lui sont immédiatement dédiées, par exemple les voiries des lotissements ou les voiries de raccordement, on est aux alentours de 30%. Donc là aussi, on est sur un impact vraiment massif du secteur du logement sur la production des déchets. Marie, je te coupe, il y a une voiture CS 740 qui gêne, il faudrait la sortir, c'est ça? Marie-Françoise Maïtia. Marie-Françoise, merci de déplacer la voiture. Marie-Françoise, elle est où? Elle est là? Elle est là? Oui? Non? Elle nous a entendu, Marie-Françoise? On l'espère. Faites passer le message. Pardon, Marie. Non, ça tombe plutôt bien. Donc, deuxième point, au-delà donc, de cet impact massif du secteur du logement, à la fois donc, sur sa phase de construction, sur sa phase d'exploitation, c'est aussi un des secteurs qui sera les plus touchés par les conséquences du changement climatique ou par des événements environnementaux imprévisibles. 2/3 des villes de plus de 5 millions d'habitants dans le monde sont situées dans des secteurs côtiers de basse terre, donc qui sont menacés dans le cadre du scénario. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, évidemment, sur les scénarios du GIEC, mais donc sur les scénarios plus de degrés, qui est un scénario qui apparaît aujourd'hui comme malheureusement un scénario encore relativement optimiste. On y trouve des villes aussi connues que New York, Shanghai, Tokyo, Bombay ou Hambourg, par exemple. Et en France, évidemment, on est aussi concerné par des métropoles côtières, Marseille, Bordeaux ou Nice, pour n'en citer que 3. Une maison sur 4 en France est menacée par le retrait des argiles dû à des sécheresses de plus en plus prononcées. Dans la région de Nouvelle-Aquitaine, c'est 1 sur 3. Et les épisodes climatiques extrêmes, froid et chaud, pèsent évidemment très lourd sur les conditions d'habitabilité des bâtiments. Et puis, ça a été largement évoqué dans la table ronde précédente sur la question de la précarité énergétique. Enfin, et je vais passer très rapidement là-dessus parce que ça a été aussi dit dans la table ronde précédente, la crise actuelle sanitaire a permis de repenser, ou engage en tout cas un début de réflexion assez profond sur la valeur d'usage qu'on accorde à notre logement. Et puis ça a été très bien dit par monsieur le député, ça a été un terrible révélateur d'inégalités de tout ordre qui se sont cristallisées autour des inégalités qu'on a pu vivre pendant la période, notamment la période de confinement. Alors,
indépendamment, on va aussi proposer des solutions. Indépendamment de la crise Covid, logement et environnement sont deux questions qui se sont donc beaucoup rapprochées ces dernières années de façon tout à fait légitime, dans un laps de temps finalement relativement court et avec une préoccupation grandissante qui touche vraiment l'ensemble des acteurs autour du logement, évidemment les collectivités, mais aussi les concepteurs, les promoteurs, les acquéreurs, les propriétaires. Et on a aujourd'hui une expression d'attente extrêmement concrète de la part des habitants et des citoyens qui sont très renforcées par la disponibilité aujourd'hui d'informations de plus en plus précises, notamment sur la qualité de l'environnement des logements, la qualité de l'air, les qualités acoustiques, les risques naturels, les risques sanitaires qui peuvent être liés à notre environnement. Il y a aussi, grâce à des campagnes de sensibilisation et au développement d'un certain nombre de politiques publiques, une attention beaucoup plus forte qui est portée à la question de la performance des bâtiments, notamment en termes de consommation d'énergie, mais aussi en termes de qualité de l'air, notamment de qualité de l'air intérieur, du respect de la ressource en eau. Donc ce sont des questions qui sont de plus en plus présentes, y compris dans le débat public, ce qu'on a pu voir traduit notamment autour de la dernière campagne pour les élections municipales. Ceci étant, ça ne se limite pas au logement en tant que tel. Les inquiétudes qui sont liées au changement climatique, ça modifie aussi la perception des projets de construction de façon très très forte. Alors, un des sujets qu'on développera par la suite, c'est la question de l'artificialisation. Donc, ce qu'on appelle, alors juste rapidement, l'artificialisation, c'est le changement de destination de terres agricoles ou d'espaces naturels en espaces bâtis. Ça ne veut pas dire que l'ensemble de ces terrains sont construits, ça veut dire que ces terrains perdent leur vocation agricole ou naturelle. Si on prend par exemple un lotissement, on va considérer que l'ensemble de la surface est artificialisée, y compris les jardins, puisqu'ils n'ont plus leur vocation agricole ou naturelle. Ça ne veut pas dire que tout est imperméabilisé. Cette question de l'artificialisation, elle pose vraiment la question de l'emplacement et de la disposition des logements neufs, et surtout, elle questionne ce qui a été le mode de production dominant de ces dernières années, c'est-à-dire la production en extension et en maison individuelle, qui a abouti à questionner la notion d'étalement urbain, avec toutes les conséquences qui vont derrière, j'y reviendrai, en termes d'impact sur les mobilités, en termes de questions spécifiques aussi liées à l'imperméabilisation et notamment au problème de ruissellement des sols, qui commence à devenir extrêmement problématique dans certains secteurs. Cette question, cette question du mode de production, elle se pose aussi autour d'un paradoxe qui a été évoqué autour de la précédente table ronde et sur lequel on reviendra rapidement, qui est la présence un peu, qui semble paradoxale au premier abord, de locaux et de fonciers vacants, une alternative qui semble sous-exploitée mais qui pose effectivement des contraintes techniques, économiques sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Elle se pose aussi sur la question de la gestion des ressources propres à chacun des territoires, ce qu'on appelle le métabolisme territorial. Où va-t-on chercher les ressources pour construire? Est-ce qu'elles proviennent de très loin? Est-ce qu'elles sont respectueuses des ressources des territoires sur lesquels on construit? Qu'est-ce que ça produit en termes de déchets et quelle filière de recyclage et ou de circulation de ces déchets à l'extérieur des territoires? Et puis enfin, bien sûr, l'impact en termes de gaz à effet de serre sur notamment des programmes de construction qui rendent les propriétaires extrêmement dépendants, notamment à l'usage de l'automobile. Donc, en conclusion, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de ne pas regarder la question environnementale focalisée uniquement sur le logement, mais bien de le regarder dans l'ensemble de sa chaîne de production et de regarder aussi comment cette question dépasse très largement la question de la conception et de la gestion des bâtiments, mais interroge aussi l'urbanisme, voire des questions d'aménagement du territoire. Alors du coup, est-ce que, pour avancer un petit peu dans tout ça, est-ce qu'on peut essayer de déconstruire cette question, cette espèce de paradoxe, et de voir quels sont tous les items qu'on pourrait travailler et qu'il faudrait peut-être hiérarchiser, en tout cas travailler ensemble pour pouvoir avancer, hein, parce qu'il y a effectivement des solutions qui existent, encore faut-il qu'il y ait aussi cette vision d'ensemble que tu nous as aidé à, en tout cas les enjeux que tu viens de construire. Oui, alors... En fait, nous, on part du principe qu'il n'y a pas forcément de contradiction, enfin qu'il n'y a pas de contradiction, plus exactement. Donc, aux trois questions qui sont posées sur la table ronde, pour nous, la réponse est non. Oui, c'est tout à fait possible de respecter les contraintes sociales et les contraintes économiques et de faire une vraie poussée sur les questions environnementales. En revanche, les questions qui vont se poser, c'est concrètement comment on s'y prend, puisque je crois que ça a déjà été dit à la précédente table ronde. On est sur des modes de production qui sont des modes de production sur du moyen-long terme avec une inertie qui est comme relativement forte. Donc, la question de la transition aussi par rapport aux équilibres d'un certain nombre d'acteurs est une question qui est très importante. Et puis après, il y a une question fondamentale, c'est qui paye, à quel niveau et avec quel objectif. Donc si on revient sur cette question-là, d'abord il y a un certain nombre de paradoxes qui nous paraissent nécessaires, sur lesquels il nous paraît nécessaire de revenir et de partager avec vous pour qu'on regarde ensuite comment on peut les dépasser.
Ces paradoxes, compte tenu de l'importance des questions environnementales, on pourrait penser qu'un certain nombre de réflexions aujourd'hui sont mûres pour qu'on aille vers un mode de production qui est différent. Et dans la pratique, on est souvent quand même relativement entravé par des contradictions qui se jouent à différentes échelles. La première, c'est que la construction neuve est aussi, encore aujourd'hui, rejetée de plus en plus fortement en ville, et que notamment une certaine forme de densité est rejetée très fortement. C'est préalable à la crise Covid, et c'est évidemment renforcé par la crise Covid. La présence aujourd'hui d'espaces verts et notamment la perception qu'on a pu avoir après des épisodes caniculaires, enfin moi je suis sur l'île, donc aucun territoire n'est épargné, la perception qu'on peut avoir pendant les épisodes caniculaires de la nécessité d'avoir à proximité soit de l'eau, soit des espaces verts a été extrêmement renforcée. Donc il y a une très forte demande par rapport à ça et une vraie crispation par rapport au projet d'aménagement et par rapport au projet de construction, qui est très contradictoire avec des objectifs de densité qui pourraient paraître plus vertueux en premier lieu. La deuxième chose, c'est que non seulement la densité pose question dans certains programmes extrêmement denses qui ont pu être construits dans certaines métropoles, que certains professionnels considèrent aujourd'hui comme déraisonnables ou en tout cas comme peu vivables ou difficilement vivables. Et ce sont des projets qu'on a construits pour 50 ou 100 ans, donc ça pose quand même des vraies questions de ce qu'on va laisser aussi aux futures générations en termes de forme de ville. C'est que la densité peut avoir des effets pervers objectifs par rapport à des questions environnementales, avec des appartements qui sont potentiellement moins traversants, ou qui sont moins adaptés, plus petits, sans balcon, qui donc posent un certain nombre de difficultés aussi dans l'usage. Autre contradiction, il y a un renforcement très important des normes qui, on y reviendra, a eu des effets extrêmement vertueux sur la production de logements, mais qui peut entraîner aussi des augmentations de prix, même si, ça a été très bien dit à la table ronde précédente, la question du foncier reste centrale dans la question des prix du logement. Un certain empilement de normes ou une certaine manière de concevoir les normes peut avoir des effets contre-productifs et donc entraîner des déficits d'attractivité sur certains produits et sur certains secteurs. La production en extension, j'y reviendrai si on a le temps, reste quand même globalement plus simple et aujourd'hui moins coûteuse que la production en renouvellement urbain. On pourra rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on peut essayer de contourner cette difficulté, mais aujourd'hui c'est un mode de production qui a encore énormément d'avantages. Et puis le recours à des matériaux plus locaux et plus renouvelables, ça demande une gestion des filières, notamment à l'échelle nationale, qui évite justement qu'on ait tout d'un coup des effets de balancier qui peuvent mettre en difficulté des secteurs économiques. Si on parle notamment de la filière bois, aujourd'hui, compte tenu de l'inertie dont on parlait et des volumes qui peuvent être concernés, ça peut rentrer en concurrence avec d'autres types d'activités. Un exemple ? Un exemple, ça peut faire augmenter de façon importante les prix pour de la production de papeterie ou pour de la production de meubles. S'il n'y a pas un travail de développement de filière qui se fait à l'échelle nationale, on n'est pas sur des équilibres qui peuvent se construire à une échelle micro-locale. Donc il ne suffit pas de se dire qu'il y a de la ressource disponible, on est là encore sur des marchés qui fonctionnent à des échelles qui sont des échelles relativement larges. Et surtout, on ne peut pas agir sur du très court terme. Il faut vraiment une vision d'ensemble et de construire. Il faut effectivement construire une vision de long terme. Alors on y viendra après. Il y a énormément de recherche et de développement et de progrès qui sont faits sur ces questions-là. Et puis, dernier point, mais la liste est non exhaustive, l'objectif de zéro artificialisation nette, c'est-à-dire on ne touche plus aux espaces agricoles et aux espaces naturels, ça peut renforcer la pression sur des sols qui sont, on l'a dit déjà, parfois très denses ou qui ont été malmenés, ou rentrer en contradiction avec cet objectif de recréer des espaces de respiration et des espaces verts en ville. Donc la question éventuellement d'une compensation, c'est-à-dire poursuivre un peu d'ouverture à l'urbanisation et recréer des espaces verts en ville est aussi une question qui demande à être traitée. Et ce qu'on voit apparaître quand même assez rapidement, c'est que ces questions-là sont des questions qui engagent très fortement les collectivités locales et sont des questions où la dimension de compréhension des spécificités des territoires, de leurs ressources et où la question d'une conception adaptée aux caractéristiques des territoires est absolument centrale. Alors, est-ce qu'on peut maintenant essayer d'analyser les choses par échelle, peut-être très rapidement sur la question des bâtiments, et puis après on ira à une échelle plus large, et puis après on ira encore essayer d'aller à une échelle un petit peu plus grande, juste sur l'échelle des bâtiments, rapidement, Marie, comment est-ce qu'on peut parvenir à une amélioration du parc existant à la hauteur des enjeux? On sait que, on se rappelle qu'il y a un ministre qui est parti parce qu'il n'y avait pas assez de sous pour la rénovation. Voilà, c'est un des grands enjeux, un des grands gisements sur l'énergie, sur les gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, à part mettre de l'argent.
Il en faut. Mais... Alors, parmi les propositions qu'on va vous faire et que nous n'avons pas chiffrées, un certain nombre d'entre elles ne sont pas forcément très coûteuses. Certaines propositions relèvent d'ajustements qui peuvent être faits de façon relativement simple. Certaines propositions, en revanche, très clairement, demandent des arbitrages financiers. Et c'est y compris le cas, en tout cas c'est le cas notamment pour la rénovation. Ceci étant, là encore, ça a été mentionné déjà à la précédente table ronde, donc je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit en termes de gisement d'emploi et en termes d'enjeux, notamment pour les familles qui sont en situation de précarité énergétique. Il y a un certain nombre de raisons, notamment sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique et l'environnement, qui font que la rénovation, de notre point de vue, est un point absolument clé et qu'elle doit être privilégiée. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, on a un parc qui est encore globalement extrêmement consommateur sur le plan de l'énergie. Donc, on a une marge de progression énorme en termes de rénovation. Globalement, c'est quoi les chiffres à peu près? Alors, on a à peu près 53% des logements qui sont entre classe D. Alors, donc les classes énergétiques, les classes les plus performances A, B, C, c'est aujourd'hui 14% du parc. Les deux classes suivantes, on a 53% du parc et on estime, donc il y a à peu près 30% du parc qui concerne les logements les moins performants sur le plan énergétique, donc ça reste énorme. Et on considère aujourd'hui qu'il y a environ 7,5 millions de logements qui sont ce qu'on appelle des passoires thermiques, donc avec des niveaux de performance qui sont extrêmement faibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde la précarité énergétique et notamment les chiffres de l'Observatoire qui a été créé à cet effet, on se rend compte que prendre simplement le niveau des revenus consacrés aux questions énergétiques est insuffisant, parce qu'on a aussi beaucoup de ménages qui tout simplement renoncent à se chauffer ou vivent dans des conditions d'inconfort qui sont très importantes. Donc c'est difficile d'estimer avec précision le nombre de ménages qui sont concernés, mais les chiffres les moins optimistes parlent d'environ 5 millions de ménages pour à peu près 12 millions de personnes concernées. Donc on est vraiment sur des volumes qui sont extrêmement massifs. Il me semble que la Fondation Abbé Pierre avait éclairé justement ces différentes situations. Ouais. La deuxième chose, c'est que là où c'est important de privilégier la rénovation, c'est que le gros œuvre, donc au moment de la construction neuve, est fortement créateur d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui veut dire que privilégier la réhabilitation sur de la construction neuve, en tout cas sur un processus de démolition-reconstruction, alors on y viendra après, c'est difficile, mais en tout cas quand c'est possible, est extrêmement vertueux sur le plan environnemental, c'est-à-dire qu'il y a un écart très net. On le perçoit de plus en plus, mais c'est depuis qu'on considère vraiment le cycle de vie du bâtiment dans son ensemble, on a pris conscience du fait que même si c'est plus difficile d'atteindre des niveaux de performance ensuite en termes de fonctionnement du bâtiment avec des réhabilitations, il y a un coût d'entrée très important dans la démolition-reconstruction qui n'existe pas dans le processus de réhabilitation et qui est lié à l'empreinte environnementale du processus de construction neuve. La deuxième chose, et ça a déjà été dit, c'est que ça crée énormément d'emplois. Et puis, donc, je l'avais évoqué aussi, c'est que du coup, ça peut limiter énormément la production des déchets, même si là encore, on progresse beaucoup dans la réutilisation et dans le recyclage des déchets, des démolitions, y compris avec des nouveaux processus de construction qui permettent de recycler une partie des matériaux issus de la démolition. Donc pourquoi alors qu'il y a un certain nombre de programmes depuis plusieurs années qui s'attellent à promouvoir la réhabilitation du parc existant, concrètement aujourd'hui sur quoi ça coince et qu'est-ce que ça dessine en termes de politique publique. La première chose, c'est la complexité des chantiers. Donc, qui là appelle du coup des réponses spécifiques. Notamment dans le bâtiment ancien, on ne peut pas toujours isoler par l'extérieur. Et quand on isole par l'intérieur, autant c'est assez facile de faire des réhabilitations partielles ou des rénovations partielles, donc de viser le chauffage et les fenêtres par exemple, autant quand on veut faire l'intégralité d'une réhabilitation, on s'engage dans des coûts dans lesquels il faut aussi reprendre l'électricité, la plomberie. Donc on est du coup sur des coûts qui sont très très importants et sur des chantiers qui sont beaucoup plus complexes. Donc ça c'est un des premiers freins techniques. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on peine parfois à avoir une vision d'ensemble de ce que ça va produire, notamment en termes de performance finale. On n'est pas tout à fait sûr du résultat. On a quelquefois des matériaux qu'on utilise dans les réhabilitations qui ne sont pas forcément très vertueux sur le plan environnemental. Donc là aussi, il y a encore des progrès à faire. Et puis, un deuxième point, c'est que c'est très compliqué d'obtenir des garanties sur ce que ça va donner sur le plan économique. Et ça, c'est un frein important. Ça a été dit tout à l'heure. Oui, bien sûr, il y a un gain important à faire par rapport aux charges, par rapport à des propriétaires qui payent des charges très élevées dans des processus de réhabilitation, mais la rentabilité n'est pas automatique. Et souvent, les travaux représentent en fait des années et des années et des années d'économie de charges. Donc, c'est extrêmement difficile pour les propriétaires de se projeter sur une durée, on va dire, raisonnable par rapport à leurs propres coûts en termes de charges.
sachant qu'en plus, on a quand même beaucoup de propriétaires qui sont encore engagés dans des programmes de remboursement de l'acquisition de leur logement. Ils n'ont pas forcément les moyens financiers de dégager des travaux supplémentaires pour pouvoir réhabiliter leur logement. Les circuits de financement sont peut-être aujourd'hui encore insuffisants, notamment au niveau des banques qui prêtent plus facilement pour de l'acquisition que pour ce genre de type de travaux. Et puis enfin, les aides financières sont longtemps restées quand même assez complexes, voire relativement mal distribuées, à l'exception d'un certain type de programmes elles sont très fragmentées aussi entre les différentes collectivités. Donc c'est pas forcément très facile de se saisir en tant que particulier de ce type d'aide. Et puis le troisième point qui est important et qui lui aussi dégage une piste d'amélioration qui est importante, c'est que pour les gros chantiers, les entreprises sont aujourd'hui dans le pays extrêmement bien structurées. En revanche, pour des petits chantiers, c'est souvent des plus petites entreprises. C'est difficile pour les propriétaires de se repérer par rapport à ces entreprises. Un certain nombre d'entre elles, les chantiers de particuliers, c'est un peu les variables d'ajustement entre des gros chantiers. Donc les délais ne sont pas forcément garantis. Alors est-ce que c'est tout à fait réel ou tout à fait perçu, On n'a pas trouvé dans la phase de préparation de chiffres incontestables à mettre, mais en tout cas, il y a une vraie perception du fait qu'il y a un risque en termes de retard, dépassement et malfaçon par rapport à ce type de chantier qui constitue en tout cas certainement un frein pour se lancer dans ce type de travaux. Bon, on a identifié des pistes. Comment on peut parvenir à une production neuve plus vertueuse? Qu'est-ce qu'il faut adapter en termes de normes? On a des normes aujourd'hui quand on peut peut-être contester la façon dont elles sont posées. Alors, sur la question des normes, avant de les accabler, peut-être rappeler d'abord qu'elles correspondent à une vraie demande. C'est-à-dire que pour pouvoir se repérer, pour pouvoir aussi savoir, pour pouvoir regarder par rapport aux dernières évolutions, elles sont aujourd'hui demandées, elles sont aussi un moyen de rassurer des investisseurs, elles sont y compris des investisseurs particuliers et individuels. Donc elles permettent de dégager un cadre fiable et des points de repère qui sont aujourd'hui reconnus comme utiles par la quasi-totalité des intervenants. La deuxième chose, c'est qu'elles permettent de faire évoluer les choses. Elles ont eu un impact extrêmement vertueux, y compris quand elles ont été très contraignantes sur la rénovation. On va prendre un exemple un peu caricatural, qui est l'exemple de l'amiante. Bien sûr que ça a entraîné des surcoûts extrêmement importants, mais aujourd'hui, je pense qu'il viendrait à l'esprit de personne de contester, compte tenu du risque sanitaire qui était lié à cet élément, d'avoir établi des normes strictes dans la matière. La deuxième chose, c'est quand on regarde les dernières normes en termes de performance énergétique, et notamment le fait qu'on ait introduit la notion de confort d'été. Quand on voit le nombre d'épisodes caniculaires qu'on a pu avoir, notamment sur ces 2 dernières années, on voit aussi que cette norme qui pouvait paraître peut-être moins intuitive que d'autres, aujourd'hui, on n'a plus du tout envie de la contester et on en voit toute l'importance. Après, pour les normes, il y a 2 questions. Enfin, en tout cas, on voudrait vous proposer au moins 2 questions, il y en a peut-être d'autres. La première, c'est que la norme ne produit pas de la qualité. Aucune norme ne peut être suffisamment précise pour aller jusqu'au bout d'une chaîne de matériaux. Et surtout, aujourd'hui, on le sait, les normes ne permettent pas de garantir des usages vertueux. Donc, vous pouvez vous équiper avec des solutions technologiques potentiellement extrêmement coûteuses. Si derrière, il n'y a pas un usage, y compris les moyens d'entretenir correctement le mode de fonctionnement, on a aujourd'hui des exemples qui sont légion d'aménagements et qui ont coûté relativement cher et qui ne produisent pas les effets qui sont attendus parce qu'on a des difficultés au niveau de la gestion et de la maintenance. Et l'utilisation aussi. Exactement, oui. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on pourrait dégager comme marge de manœuvre par rapport à ces normes qui sont nécessaires pour que, dans la pratique, elles soient potentiellement moins coûteuses. Alors, peut-être les orienter davantage en termes d'objectifs de résultats plutôt qu'avoir des cadres en termes de moyens qui soient très stricts. Ça fait 10 ans que les gens qui travaillent quand même sur la question des normes, enfin 10-15 ans même, qu'on parle d'objectifs, on n'est toujours pas arrivé à ça. Alors, en tout cas, ça commence à peine. La proposition que vous voulez faire, c'est dire qu'on pense qu'il y a encore une marge de manœuvre, notamment pour utiliser peut-être des techniques qui sont qui reposent moins sur de la technologie, mais qui reposent plus sur des sur des éléments du coup qui seraient moins coûteux. Donc, ce qu'on appelle le low-tech, qui a fait ses preuves en termes à la fois économiques et de maintenance. Ce qu'on appelle le low-tech. Cependant, il faut pas. Enfin, nous, en tout cas, ce qu'on voulait vous proposer avec Yves-Laurent Sapoval, c'était pas non plus d'avoir un regard naïf là-dessus. C'est-à-dire que si on veut renforcer un certain nombre de performances, il faut assumer aussi derrière que ça a un coût. Donc, quelles sont les hypothèses qu'on pourrait... Donc, là, je vais m'appuyer sur des propositions qui sont faites par Yves-Laurent Sapoval. Le principe qui est de dire une partie de ces coûts peut être absorbée par le marché, comme ça a été le cas au fur et à mesure de la progression des normes dans l'habitat depuis en fait, la Seconde Guerre mondiale. La deuxième chose, c'est d'espérer, et ça paraît possible en tout cas pour certaines technologies, qu'on va avoir une baisse de coûts de production avec l'industrialisation de nouvelles méthodes de réhabilitation, de construction qui sont plus performantes.
On retrouve aussi cette notion éventuellement de regarder si on ne peut pas avoir un meilleur équilibre entre les plus-values foncières et immobilières et les coûts de construction, donc essayer de limiter l'impact du foncier dans le budget global de la construction pour pouvoir investir davantage sur la partie bâtie. Donc taxer plus ou moins le foncier selon ce qui est construit dessus. Voilà. Et puis regarder aussi, notamment au moment des transactions, si on ne peut pas avoir des normes plus strictes qui permettent de redonner de la valeur en fait, au moment des transactions immobilières à des bâtiments qui seraient performants ou qui auraient été réhabilités, puisque aujourd'hui, il n'y a pas forcément de corrélation entre le fait d'avoir effectué des travaux, y compris des travaux très performants dans son logement, et le fait de pouvoir le vendre à un prix plus élevé et que cette valeur-là soit reconnue. Notamment sur les secteurs tendus, peut-être un petit peu moins sur les secteurs détendus, on commence à avoir des prix différents selon la qualité énergétique des... Et puis la dernière chose, c'est effectivement de continuer à améliorer les aides, c'est-à-dire si on fait le constat qu'il y a une vraie valeur, notamment sur les questions d'emploi, sur les questions sociales et sur les questions environnementales, peut-être que c'est sur ce type de politique qu'il faut avoir un renforcement aujourd'hui des aides. On passe maintenant peut-être à une autre échelle sur la question des bâtiments. La filière du bâtiment, c'est une filière complexe qui nécessite de progresser avec l'ensemble des acteurs, investisseurs, entreprises, architectes, tout ce qui est maîtrise d'œuvre, financeurs, utilisateurs, fournisseurs. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Alors, déjà, reconnaître qu'on a fait des progrès gigantesques en termes de construction neuve, donc potentiellement la marge d'amélioration, elle existe encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de produire des bâtiments qui sont extrêmement performants sur le plan énergétique et que dans le processus de construction global que j'évoquais tout à l'heure, il y a aussi énormément de progression par rapport au type de ressources qui sont utilisées et au type de matériaux qui sont mis en œuvre. Donc, poursuivre l'effort de recherche et développement en la matière et surtout noter que c'est une dimension qui est extrêmement transversale puisque ça interroge aussi bien les pratiques de la maîtrise d'ouvrage que les pratiques des concepteurs et notamment des maîtres d'œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait faire des bâtiments bioclimatiques extrêmement performants. Donc la question, c'est de savoir aussi comment ce savoir-faire peut être davantage diffusé et être accessible aussi à des projets qui ne sont pas que des projets démonstrateurs. Donc, comment est-ce que cette compétence peut s'appliquer peut-être de façon plus systématique. C'est aussi, donc je le disais, pour les fournisseurs qui continuent d'investir des sommes extrêmement importantes dans la question de la recherche et développement, pour les entreprises qui ont adapté leur processus de production et qui sont engagées dans des projets de formation. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les marchés quand même permettent ce genre d'évolution, mais il faut pouvoir les soutenir. L'avantage étant qu'il y a aujourd'hui un consensus qui est en capacité de se dégager, puisqu'on n'est pas dans des intérêts qui sont contradictoires dans l'ensemble de la chaîne de production. Les intérêts commencent à converger. Voilà, il y avait des doctrines qui étaient encore opposées et une perception de danger en fonction de certaines avancées qui aujourd'hui commencent à descendre, notamment parce qu'on arrive aussi à des produits qui sont des produits mixtes, qui permettent de ne pas opposer, par exemple, le bois et béton, mais d'avoir des structures qui permettent de mixer les deux. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Ce qu'on disait, l'utilisation de déchets aussi, y compris de grandes infrastructures, pour pouvoir favoriser de la construction, notamment à base de remblais. Donc, on commence à voir arriver des intérêts convergents. Yves Laurent proposait notamment une sorte de Grenelle permanent qui permettrait d'asseoir tout le monde autour de la table et puis de suivre ce processus de production et ce processus d'évolution et de créativité au fur et à mesure, justement, pour que ce dialogue puisse se faire de façon continue. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de continuité. Chaque gouvernement qui change invente son nouveau joujou pour... joujou, c'est pas du tout négatif, mais parce que c'est une nouvelle méthodologie pour avancer qui sont cassées. Et voilà, il n'y a pas de continuité là-dedans. Si on dézoome un petit peu, parce qu'il nous reste 5 minutes, Marie, donc il faut qu'on accélère. Si on dézoome un petit peu... c'est aussi une question qui se pose dans la façon dont on conçoit et dont on pense les villes. C'est pas juste une question de construction, de normes, de bâtiments, de logements pas chers. Tout cela est quand même à un autre niveau et à différents. Et on pourrait remonter très. En 5 minutes. Donc voilà. En 5 minutes. Alors en 5 minutes. Donc évidemment, donc du coup je vais pas le détailler, mais je pense que c'est quand même je pense que c'est maîtrisé par un certain nombre de personnes ici. La question spécifique des transports et donc de l'adéquation entre logement et transport, puisque le coût environnemental de l'implantation de certains types de projets de construction est catastrophique, aussi bien sur le plan social que sur le plan des budgets des ménages, que sur le plan de l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et de la santé aussi. Et de la santé, enfin, du coup, je dis les gilets jaunes sont... On pourrait aller loin. Vous en rappelez tout ça. La lutte contre l'artificialisation, qui est une vraie question, et donc que tu as évoqué
en introduction, et qui est un vrai point aujourd'hui de contradiction, parce qu'une fois encore, la plupart de nos concitoyens souhaitent une maison individuelle avec un jardin sur 4 côtés. Enfin, ça reste le modèle plébiscité. Il y a un énorme appétit pour du calme, de l'intimité. Enfin, donc ça plaide en apparence pour ce genre de modèle. Alors les solutions existent, j'y viendrai rapidement. Et donc c'est très difficile aujourd'hui de retourner cette question-là. Néanmoins, en même temps, ils veulent être tranquilles, mais ils veulent tout le confort et tous les services à proximité. Voilà. Donc ils veulent la ville à la campagne, la campagne à la ville. Oui, exactement. Alors je vous renvoie notamment, pour ceux qui voudraient creuser ce sujet, il y a des études extrêmement intéressantes qui ont été faites sur la perception de la densité, les exigences qu'il pouvait y avoir qui réclament un environnement dense, et à l'inverse les contradictions qui peuvent apparaître dans l'appréhension qu'on peut avoir par rapport à son propre logement, et qui dessinent en fait des pistes assez intéressantes. Il y a aussi des choses très intéressantes qui ont été faites chez certains de nos voisins qui sont confrontés très fortement à cette question. Je pense notamment à la Belgique, où il n'y a pratiquement plus d'espace ouvert, et qui donc se pose la question non pas de savoir ce qu'il faut faire dense et pas dense, mais comment est-ce qu'on rend la densité vivable et acceptable, notamment au travers de tout le processus de conception du logement, mais du logement au sens large, c'est-à-dire dans son environnement. Donc, de l'habitat. Est-ce que j'ai des espaces verts à proximité? De quelle nature? Comment je peux y accéder de façon confortable? Est-ce que j'ai accès aussi à des très grands espaces de loisirs? Enfin, une hiérarchie en fait dans la stratégie de la collectivité, des implantations de logements par rapport à ça, et une vraie réflexion sur ce que veulent dire aujourd'hui des espaces collectifs, ce qui se produit finalement peu dans la promotion actuelle, parce que les rendements de la promotion ne facilitent pas du tout la mise en place de ce type d'espace, et évidemment le besoin d'avoir une réflexion sur les espaces extérieurs, à la fois privatifs, mais aussi les espaces entre le logement proprement dit et la qualité de l'espace public. On va quand même arriver des locaux mutualisés de plus en plus dans certaines opérations de promoteurs qui ont des enjeux sur certaines consultations. On commence à avoir d'autres approches quand même, y compris au sein d'une même opération. Oui. Alors on commence à avoir ça. On commence aussi à faire chuter certains coûts, et on peut faire chuter aussi beaucoup l'empreinte environnementale en travaillant sur la question du stationnement. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais aujourd'hui encore le stationnement, ça représente jusqu'à 20% du gros œuvre, donc avec un impact environnemental qui est majeur. On commence, c'est balbutiant, à avoir des logiques de mutualisation qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre, éventuellement entre du bureau et du logement avec un stationnement jour-nuit, mais en tout cas là il y a vraiment une piste d'économie à la fois sur le coût du logement et une piste environnementale très importante sur la gestion du stationnement. Et de la mutualisation également des véhicules. On a vu des projets d'habitat participatif qui sont de ce point de vue-là extrêmement inventifs, qui arrivent à proposer des solutions qui sont plus économes en termes d'infra, en tout cas pour tout ce qui est parking. Ouais. Alors, sur la façon de concilier, du coup, lutte contre l'artificialisation sans renchérissement trop important des coûts du logement en attaquant des fonciers trop difficiles ou difficiles à faire muter, il y a plusieurs pistes. Donc, on l'a dit tout à l'heure, la mobilisation des logements vacants, ça ne va pas de soi. Alors, ce qu'il faut savoir, ça a été dit tout à l'heure, c'est un point qui me paraît absolument fondamental, c'est que les marchés de l'immobilier ne sont pas homogènes, y compris à l'échelle d'une ville et à l'échelle d'une métropole. Et les raisons de la vacance, elles sont multiples. Elles peuvent être liées aussi bien au produit en tant que tel qu'à la situation dans laquelle il est. C'est très important de le comprendre si on veut pouvoir les remettre sur le marché, parce qu'ils ne sont pas vacants sans raison. On peut avoir des situations, moi j'ai beaucoup travaillé sur la métropole de Lille, on a à la fois des marchés de l'immobilier qui dépassent les 5 000 € du mètre carré dans les secteurs les plus attractifs, et dans la même métropole, on est dans un rapport de 1 à 5. On a des marchés, je ne parle pas de grands périurbains, je parle de quartiers desservis par le métro, qui sont à moins de 1 000 € du mètre carré, dans lesquels on a une vacance, y compris une vacance de l'habitat qui est massive. Roubaix, par exemple, on est à 800 parfois. Par exemple, à Roubaix, où effectivement, la vacance logement, et on ne parle pas de vacances frictionnelles ou temporaires, on parle de logements qui sont vacants, murés depuis plusieurs années. Donc ça demande effectivement d'investir à la fois sur l'habitat, mais aussi sur la qualité de service et la qualité de l'environnement de ces logements, sinon on n'arrivera pas à recréer une offre attractive. Donc, mais néanmoins, cette piste, elle existe. La deuxième piste, c'est la transformation de bureaux, ou alors ça a été évoqué par le maire tout à l'heure, ou d'équipements qui sont aujourd'hui vacants en logement. Là aussi, ça demande quand même généralement un coût à l'entrée qui est important, mais si on intègre le coût environnemental dont je parlais tout à l'heure en termes d'économie de matériaux, ça plaide aussi pour qu'on investisse dans ce type d'opération. La troisième piste... Ça permet de créer aussi des logements d'une autre forme, qui sont un petit peu plus fun que ceux qui sont produits aujourd'hui par les normes et par la promotion privée. Oui. Oui, ça permet aussi quelquefois de préserver du patrimoine intéressant, remarquable, de faire des projets qui ne soient pas des projets de promotion standardisés ou trop banals. Donc ça a énormément de vertus en dehors de la vertu de la réutilisation des murs. La troisième piste, qui est une piste fondamentale, parce que c'est une piste qui est en constante évolution, c'est la réutilisation du foncier et des friches. Donc c'est très inégal là aussi en fonction des territoires. On a des territoires dans lesquels le foncier est objectivement vraiment très rare.
mais les marges de manœuvre existent partout, et surtout on a des nouvelles friches qui sont en train d'arriver. Donc je pense par exemple aux grands centres commerciaux. On est sur des dizaines d'hectares avec un modèle qui connaît un léger regain dans cette période post-Covid, mais où les propriétaires de ces grandes polarités commerciales, qui sont quelquefois très bien desservis, y compris par des transports en commun lourds, ou qui peuvent être très bien desservis, aujourd'hui sont mutables. Et là, ça plaide plutôt pour d'abord une meilleure connaissance du foncier. Je pense que c'est vraiment, je crois qu'on aura une intervention en la matière, mais c'est un point qui est absolument fondamental. Sinon, il n'y a pas de marge de manœuvre pour pouvoir mettre en place des politiques alternatives. Donc vraiment bien comprendre où ça peut bouger, comment ça peut bouger, à quel prix ça peut bouger, avec quels produits ça peut bouger. Finalement, peu de territoires sont aujourd'hui en capacité de faire ça. Et ça, c'est un vrai frein à la mise en œuvre d'une politique de développement urbain et d'urbanisme plus vertueuse. En tout cas, c'est vraiment une clé de base. Et surtout, ça peut ouvrir à de la négociation avec des propriétaires, donc à des opérations qui ne sont pas forcément des opérations de maîtrise foncière extrêmement coûteuses pour les collectivités locales. Très rapidement, Marie, il faut qu'on finisse là. OK. Pour passer aux questions. Ouais. Voilà, très rapidement. OK. Je fais une conclusion ou on passe aux questions? On passe aux questions? On passe aux questions. Et après, on fera une petite conclusion. Merci, merci beaucoup, Marie. De rien. Merci. Alors, entre-temps, on a révisé notre politique, donc je vais passer directement le micro et nettoyage assuré avant et après. C'est pour vous? Bonjour, merci pour l'intervention. Donc c'est peut-être une piste complémentaire. Vous êtes, pardon. Alors Romain Vignol, société SPI, entreprise du bâtiment. Voilà. Peut-être une piste complémentaire, ou en tout cas une question sur laquelle j'aimerais vous entendre, c'est quand on parle d'éco-responsabilité sur les bâtiments, on associe souvent aussi à la qualité des bâtiments. Aujourd'hui, dans la notion des marchés qui sont proposés, on trouve très majoritairement des conceptions-réalisations, enfin en tout cas des investissements à coût instantané, avec parfois une difficulté à se projeter sur le coût global du bâtiment. Ce qui, en fait, nous pousse à réduire les coûts de la conception-réalisation. Et parfois, les solutions vertueuses incluent moins de renouvellement des équipements, du matériel plus qualitatif, peut-être promouvoir le local, qui a un coût, forcément. Et ça, aujourd'hui, c'est peut-être à la main des collectivités, en tout cas des marchés, pour essayer de prendre un impact des durées plus longues, en fait, et la conception en compte. Merci, parce qu'en fait, j'avais très envie de conclure notamment là-dessus, donc ça tombe très bien. Effectivement, il y a, je ne sais pas si on a eu le temps de le démontrer en aussi peu de temps, mais la conception est absolument fondamentale. C'est-à-dire que techniquement, on sait faire beaucoup de choses, on sait faire de plus en plus de choses, mais ces contradictions qu'on a évoquées, et c'est vrai à toutes les échelles, c'est vrai à l'échelle de l'aménagement du territoire, à l'échelle urbaine et à l'échelle du bâtiment, la résolution de ces contradictions passe vraiment par une étape de conception qui est aujourd'hui assez absente quand même dans la culture des collectivités locales, qui sont très fortes sur toute une série de performances techniques, mais qui délèguent la conception soit à la promotion, soit à de la maîtrise d'œuvre, en ayant finalement assez peu de capacité à interroger les projets justement dans l'ensemble de leurs dimensions. À quand une école des maîtres d'ouvrage? Alors, il y a quand même des ingénieries. Sur la question de la conception. Il y a des ingénieries qui existent, il y a des CAUE, il y a des agences d'urbanisme, il y a des services performants dans toute une série de collectivités locales. Mais si on veut faire un saut qualitatif, moi je suis assez convaincue que ça passe vraiment par un renforcement. Et aujourd'hui, la tendance n'est pas forcément à financer davantage les ingénieries et à donner un rôle central aux architectes sur ces questions-là. Au contraire. Au contraire, alors qu'il y a un savoir-faire qui s'est quand même vraiment développé chez un certain nombre d'entre eux, et que les gains peuvent être très importants en la matière. Donc vraiment, la question de l'ingénierie et de la façon dont on outille, notamment les plus petites collectivités locales par rapport à ça, et dont les plus grandes collectivités locales éventuellement peuvent se mettre en réseau, parce que ce n'est pas forcément des choses qui sont à développer. Donc l'échelle nationale pourrait tout à fait jouer un rôle d'impulsion par rapport à ça. Moi, il me paraît quelque chose d'absolument fondamental si on veut pouvoir justement faire un saut qualitatif sur les processus de conception. Oui, Dominique Duban, réseau Batigère, bailleur social, mais je ne vais pas vous interroger là-dessus. Enfin, je voulais avoir votre réaction, parce que sur tout le domaine des copropriétés, on sait bien que depuis 20 ans, 30 ans, on bute sur justement la compétence technique et administrative, financière, d'ingénierie, d'économie, pour déclencher des prises de position et des prises de décision sur les copropriétés. Donc je voulais avoir un petit peu vos éléments et propositions et réflexions pour décoincer ce secteur-là, parce qu'on l'a vu que dans le logement social, la réhabilitation thermique s'est faite,
et à capacité de se faire. Chez les propriétaires privés de maisons individuelles aussi. Mais tout le domaine de la copropriété est très complexe à passer à l'acte. Ouais. Il y a encore de la marche sur les privés. Peut-être tu pourrais parler de cette initiative qui avait été évoquée lors du congrès des organismes de foncier solidaire à Rennes. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était Pascal Masson qui avait imaginé un système avec un OFS qui pourrait porter les travaux et qui pourrait... Voilà, il y a des choses qui sont imaginées. Tu connais ça, Marie ? Non. Non. Alors, tu veux que j'en parle ? Non, mais en tout cas, je rebondis là-dessus parce que quand on parlait tout à l'heure, je ne l'ai pas évoqué, mais quand on parlait des limites des programmes aujourd'hui et de la difficulté à les mettre en œuvre, les processus de décision dans les copropriétés, effectivement, c'est un gros point noir. Et notamment, ce qu'on observe assez régulièrement, c'est des travaux qui se font à minima après avoir été votés par et des petits travaux complémentaires qui auraient pu avoir un impact extrêmement important sur les économies de charges et qui ne se font pas. Donc, je rebondis là-dessus. Alors là, les pistes en la matière, elles relèvent aussi peut-être d'une meilleure lisibilité des aides et d'une plus forte incitation vis-à-vis des copropriétés, parce qu'on voit aussi derrière ces processus-là, au-delà de la difficulté qui va perdurer s'il n'y a pas des outils spécifiques qui sont mis en œuvre, aujourd'hui, il y a encore une insuffisance de la compréhension du fait que certains travaux peuvent avoir un impact très fort. Derrière l'idée aussi qu'il y avait de valoriser davantage au moment des transactions les bâtiments réhabilités, il y a l'idée aussi de sensibiliser davantage pour que ce type de processus de décision se fasse peut-être de façon plus fluide et que les propriétaires voient un intérêt capitalistique en fait, au fait de pouvoir justement avoir des bâtiments bien entretenus. Alors, vous voulez parler de ce que faisait Pascal Masson ou pas du tout ? Qu'est-ce qui veut parler de cet exemple ? Imed, tu connais ? Non ? Tu veux en parler ? Tu veux expliquer rapidement ? Oui, non, tu me dis, sinon je le fais. Mais... Le principe dans un micro ? Non, c'est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, on bute sur des questions de financement, en fait. Il faut tout payer sur 2 ans. Et là, on a un système qui permet... L'organisme de foncier solidaire permet non seulement soit de porter le foncier sur une très longue durée, ce qui fait que ça baisse les coûts, mais ça peut permettre aussi de porter des dépenses que, de manière individuelle, les propriétaires ne peuvent pas porter. Donc là, Pascal Masson avait effectivement proposé à ce que l'organisme de foncier solidaire puisse porter l'ensemble de ses travaux de manière à rendre la réhabilitation possible. Voilà, et ça valorise le logement, ça fait une plus belle ville. Je veux dire, tout le monde est content, le maire est content, le propriétaire est content, le locataire éventuellement qui vient derrière est content. Et voilà. Et ça, c'est aussi parce qu'il n'existe pas un système de financement bancaire aujourd'hui qui est capable de prendre en compte ce type de temps long, finalement. Et le prêt est payé par les économies de charge. Monsieur, pardon. Tu veux que j'aille ? Non, ok. Il y a un problème technique qui est réglé. Donc c'est un problème technique résolu. On a jusqu'à 30, c'est ça ? Merci. Mon nom est Guillaume Bertin et je voudrais exprimer un point de vue et des questions contribuables et citoyennes. Vous nous avez donné quelques espoirs ce matin, pistes de travail et autres, et en même temps, plus souvent, dépeint une réalité qui était quand même assez dure, assez sombre. Et je voulais vous avez aussi évoqué récemment, dans la fin du débat, l'importance de la conception dans les systèmes. Et je voulais apporter un point et essayer de faire un parallèle avec quelque chose qui se fait dans la consommation et dans la gestion des déchets. C'est le principe de la responsabilité élargie du producteur. Vous savez qu'avant, quand vous aviez une voiture, celui qui était le dernier propriétaire de la voiture devait payer son élimination, son recyclage. Et en fait, le fait d'être passé à confier cette responsabilité au constructeur de la voiture a fait faire beaucoup de progrès parce que dès la conception, on s'est mis à intégrer le coût de toute la filière aval. Et donc je pense qu'au-delà de la question de la conception que vous évoquez, toute son importance, elle est très grande, mais il y a surtout un sujet, c'est que dans beaucoup de ces débats qui sont abordés, personne n'est responsable. Ceux qui construisent pas très bien, parce que toutes les politiques dont on a parlé, on ne peut pas dire que ça soit une grande réussite. Quand on consomme des fonciers exagérément, comme vous l'avez rappelé aussi, tout continue et personne n'est responsable. Donc ça va encore continuer si on ne met pas la question du coût de la conséquence sur la décision et sur les maîtrises d'ouvrage. Ou peut-être aussi aider certaines personnes à prendre des décisions. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait faire, Marie, en conclusion, très rapidement ?
Alors, parce que cette question de la responsabilité est intéressante. Comment on pourrait... Alors, elle est intéressante. Après, elle n'apporte pas une seule réponse pour désigner un responsable, puisque justement, c'était un peu le sens de l'intervention, c'était de montrer que dans toute la chaîne de production, on est sur un jeu d'acteurs extrêmement complexe, avec des responsabilités qui sont partagées. Donc nous, plutôt que de... Alors, évidemment, cette question de faire apparaître l'empreinte globale, le coût global, ça nous paraît absolument fondamental avant même de commencer à essayer de regarder comment est-ce qu'on répartit les responsabilités. Et ensuite, on était plutôt sur justement cette proposition qu'Yves Laurence Lapoval avait appelé le Grenelle permanent, qui était de dire il faut aujourd'hui qu'il y ait une discussion entre l'ensemble des acteurs pour justement éviter d'avoir une dilution trop forte des responsabilités, parce qu'il y a une responsabilité quand même assez fondamentale des collectivités locales qui est derrière, mais aujourd'hui, elles l'exercent. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on les outille pour qu'elles puissent l'exercer peut-être de façon plus efficace. Et donc je reviens à cette question qui est comment est-ce qu'on leur donne une perception aujourd'hui de ce qu'est leur foncier, avec une vraie capacité aussi à regarder qu'est-ce qui potentiellement a été gaspillé, qu'est-ce qui pourrait être utilisé différemment, parce qu'aujourd'hui il y a quand même un certain nombre de territoires pour qui, moi je suis assez convaincue que c'est un angle mort. Donc il y a potentiellement aujourd'hui, en tout cas c'est ce qui est ressorti de la Convention citoyenne sur le climat, un consensus qui commence à se dégager, notamment sur la question de l'artificialisation et sur le fait d'avoir une production beaucoup plus raisonnée aujourd'hui des logements, notamment vis-à-vis du respect de la ressource foncière et de bien considérer le foncier comme une ressource. Et ça peut passer justement par un meilleur éclairage de cette question et par une mise en relation plus efficace de l'ensemble des acteurs de la chaîne de production. Les fromages arrivent, ça veut dire que c'est fini. Merci Marie Defay. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre attention. Donc...